Sur Flyradar 24, il faisait apparaître le vol militaire en Suisse. Quand il passait au-dessus de l'Italie, il lui donnait une identification civile. Je m'en suis aperçu en allant pêcher au lac d'Oleggio, car la visibilité était bonne. Et j'ai réussi à voir que lorsque les avions entraient en Italie, avec une identification militaire, par exemple le C550, ils la changeaient pour passer à l'Airbus 320. Alors là-bas, c'est l'aéroport de Malpensa. C'est cette flaque blanche là-bas. Et le lac est là, où on voit le reflet qui miroite. L'avion venait de là. Avant d'arriver en Italie, c'était un avion militaire et après, un vol civil. Je m'appelle Enrico et je travaille à l'aéroport de Malpensa depuis 1998, où j'ai rempli diverses fonctions. J'ai d'abord été affecté à la remise en ordre de la cabine des passagers, ensuite au chargement et déchargement, puis j'ai passé un certain temps à un poste un peu particulier à l'aéroport, dont je ne parlerai pas dans le détail, avant de revenir au chargement-déchargement. C'est nous qui chargeons vos bagages. Tout ce qui est chargé dans un avion, puis déchargé, passe par nos mains. J'ai commencé à m'intéresser au chemtrail à partir de 2004-2005. Peut-être un peu avant qu'Alitalia n'instaure le dehubbing, c'est-à-dire le moment où Alitalia a quitté l'aéroport de Malpensa pour ramener toute sa flotte à l'aéroport de Fiumicino. C'était peut-être un peu avant. Mais en tout cas, c'était autour de cette période-là, car j'ai commencé à remarquer qu'il y avait vraiment beaucoup de stries dans le ciel, trop en fait. J'ai demandé des explications à l'aéroport, mais on m'a répondu que le trafic aérien avait augmenté. L'idée étant que plus il y avait d'avions dans le ciel, et plus il y avait de raisons d'y avoir des traces. Ces réponses me laissaient dubitatif. Quand j'ai commencé à chercher des explications à ce phénomène, j'ai trouvé sur Internet le site de Rosario Marciano, qui s'appelle Tanker Ennemi, et j'ai commencé à suivre son travail et à le bombarder de questions. Il m'a répondu des choses très sages, mais pour lesquelles je ne trouvais pas de confirmation autour de moi. Au bout d'un certain temps, étant donné que je suis têtu, qu'il y avait des stries et qu'il fallait bien qu'elles arrivent de quelque part, j'ai cessé de croire à ce que me racontaient les techniciens. Quand je leur posais des questions, ils me donnaient des explications que je ne trouvais pas logiques, donc j'ai décidé de ne plus rien leur demander et de faire mes recherches par moi-même. Je posais des questions précises aux techniciens. Sur les avions, il y a des tubes pour évacuer la condensation qui se forme entre les parties mobiles des ailes. Cette évacuation est placée à divers endroits de l'avion, mais surtout autour des réacteurs. On peut les utiliser à diverses fins, soi-disant l'évacuation de l'eau, l'évaporation de l'huile ou autre explication du même type. Au départ, j'y croyais à ces causes. Mais je continuais à voir les stries dans le ciel. Un jour, un 767 est arrivé au parking. Les low-cost n'existaient pas encore à l'époque. Il venait d'une compagnie de charter. J'ai vu une chose étrange sur cet avion. À l'intérieur des deux moteurs, sur l'avant, sur les pales de l'hélice du réacteur, avaient été installés des tubes de pitot. Je ne dirais pas que c'était bricolé. L'avion n'était pas endommagé. Mais on voyait qu'il n'était pas sorti comme cela d'usine. Sur cet avion-là, j'en ai trouvé 4, de tailles diverses et à des hauteurs différentes. Sur le moment, je n'y ai pas vraiment prêté garde. Mais au fil du temps, la flotte d'Alitalia était encore là. J'ai constaté que les techniciens, chargés de vérifier les Airbus 321, contrôlaient toujours la partie des pales,
la plus proche du carénage, c'est-à-dire la partie extérieure. Ce jour-là, je suis allé demander au technicien ce qu'il faisait. Il m'a répondu qu'il contrôlait l'usure des pales. Dire que l'air use les pales me semble aller un peu loin. Quelque chose d'autre que l'air, bien évidemment, usait les pales. J'ai immédiatement posé une autre question au technicien. Je lui ai demandé, « Mais est-ce que tu contrôles seulement la partie extérieure ?» Il m'a répondu, « Oui, ce n'est pas nécessaire de vérifier l'intérieur. » Là, tout à coup, j'ai compris. Je me suis rappelé un avion qui était arrivé au parking quelques semaines ou mois auparavant. J'ai donc immédiatement regardé dans le réacteur, où j'ai vu deux protubérances censées être des capteurs du système anti-incendie du réacteur. Cela n'a toutefois aucun sens, car le système anti-incendie de l'avion devait se trouver dans le corps du réacteur et pas sur l'extérieur des pales. En outre, qu'est-ce qu'on mesure avec ce capteur? L'air y passe à des vitesses incroyables. Le technicien s'en va, je mets la main derrière le capteur et je sens 3 trous d'environ 7 mm de diamètre. Là, je me suis dit que Rosario avait peut-être raison et qu'il fallait tendre l'oreille et voir quelle information on pouvait glaner. Le temps passe. Entre-temps, je commence à regarder des vidéos sur YouTube. Je les regarde et je commence à voir qu'effectivement, la fumée sort des réacteurs à 2 endroits bien distincts, un au-dessus et un au-dessous. Je retourne sur l'aire de trafic, qui est mon lieu de travail, et je continue à observer ces réacteurs. Sous les réacteurs se trouve l'évacuation de l'huile, qui est vraiment une évacuation de l'huile. Mais aucune loi ne m'empêche de faire passer une autre substance dans le tube d'évacuation de l'huile. Il y a donc un trou, et de ce trou sort quelque chose, qui n'est pas de l'huile, comme on peut le voir sur les vidéos. Il y avait aussi les fameuses évacuations de l'eau, dont je parlais tout à l'heure. Ces évacuations recueillent les liquides de condensation, ou la pluie qui coule des parties mobiles des ailes. C'est là que les choses se compliquent, car pour s'assurer qu'il sort quelque chose de ces petits tubes, je devais trouver des journées pendant lesquelles les conditions météorologiques n'avaient pas pu créer de condensation à partir des résidus de carburant se trouvant à l'intérieur des ailes. Je m'explique. L'avion vole. Le carburant atteint des températures situées en dessous de 0. Il atterrit dans une zone chaude, car même s'il y fait froid, c'est toujours moins froid qu'en altitude. Il se forme de la condensation qui coule sur les ailes. Elle est recueillie dans ces tubes et évacuée. Cela pose un problème. Je sais que le liquide sort de là, mais je n'arrive pas à en avoir la preuve tangible. Je n'ai pas l'arme du crime. Un jour, j'étais au travail en train de décharger un avion qui venait d'arriver de Londres. Juste après, arrive un avion en provenance de Paris-Charles de Gaulle. 5 minutes plus tard, pas plus. Je décharge l'avion qui perdait une grande quantité de liquide. Il faisait très beau aujourd'hui. C'est même un peu plus couvert aujourd'hui. Et pourtant, il tombait plein de liquide de l'avion. D'où pouvait donc venir toute cette eau? Après avoir fini mon travail, je suis allé saluer un collègue à moi en passant sous le vol de Charles de Gaulle, qui avait suivi pratiquement le même couloir aérien et l'avion était sec. Par conséquent, quelque chose coulait de cet avion, puisque le vol de Paris était totalement sec. J'avais donc réussi à éclaircir ce point. Le problème, c'est que récupérer du liquide s'écoulant de ces tubes était difficile. Parce que, de ce que j'ai compris, ce travail se faisait sous pression. Le liquide ne coulait donc pas à l'extérieur, il était propulsé vers l'extérieur et nébulisé. Il y avait une très petite quantité de liquide qu'on pouvait prélever car il en sortait très peu. Cette fois, les ingénieurs sont venus à mon secours. En effet, les avions, à l'époque, ne pulvérisaient pas assez. On a donc cherché d'autres systèmes, tous différents, et on les a testés sur le terrain.
Il s'agit d'une technologie qui n'a pas été conçue spécialement pour ce type de mission. Elle a été mise au point sur le tas depuis les années 2000. Aujourd'hui, les avions quittent l'usine déjà équipée. Airbus, Boeing, tous. Le système n'ayant toutefois pas été conçu dans les règles de l'art, il avait une faille qui m'a permis de recueillir des échantillons. Quand ils ont fait des trous sous le fuselage des Airbus et des Boeing, mais surtout des Airbus, selon moi, ils n'ont pas tenu compte du fait, c'est une opinion personnelle, ils n'ont pas tenu compte du fait que dans les tubes où passait ce liquide, il pouvait se produire un phénomène de gel. Alors, que se passe-t-il? Un avion arrive, au bout de 5 à 10 minutes, la température augmente et la glace qui s'est formée dans ce tube fond et le liquide sort du tube. Nous en avons récupéré suffisamment pour être en mesure de savoir ce que c'est. Alors, le liquide qui sort des tubes est une solution aqueuse contenant des cristaux de minéraux. Quand on me demande comment on fait pour mettre ces produits dans les avions, je réponds qu'on ferait mieux de se demander comment on fait pour charger ces poudres. Car on peut charger de l'eau quand on veut dans un avion. En effet, il faut de l'eau pour les toilettes, pas pour la cuvette des WC, mais pour le lavabo. Il faut voir la quantité d'eau qu'on charge dans un avion. Or, un lavabo a une capacité d'un demi-litre à la minute, au grand maximum, car il ne coule presque rien du robinet. Pourtant, nous chargeons des centaines et des centaines de litres d'eau. Personnellement, je pense donc, mais c'est une hypothèse personnelle, que c'est de la poudre qu'on charge et qu'on mélange ensuite à bord. Ceci expliquerait aussi le syndrome de l'avion toxique, car si le système dysfonctionne, on risque d'intoxiquer le personnel et les passagers. Le problème s'est de nouveau posé à moi, sous une autre forme, de diverses manières. La première fois que j'étais sur l'aire de trafic, s'y trouvaient les MD-80 d'Alitalia. Nous chargions d'abord les bagages dans la soute 5, tout à l'arrière, en numéro 4, les marchandises dans la 3 et le courrier dans la 2. Dans la 1, nous mettions uniquement les bagages d'équipage. C'était la procédure standard de chargement des MD-80 d'Alitalia jusqu'à ce que cette dernière procède au de-hubbing. À ce moment-là, comme l'agent de handling avait perdu un transporteur, la clause sociale syndicale a contraint la société pour laquelle je travaillais à absorber le personnel affecté à ce transporteur. Un jour que je travaillais avec les collègues de l'autre transporteur, je me suis retrouvé sous un MD-80 d'une compagnie de charter. J'ai alors constaté que les instructions de chargement avaient changé. En effet, quand il y avait les compagnies low cost, les premières, Volar Web, Air Europa, nous devions toujours charger les bagages en commençant par l'arrière de l'avion et en procédant d'arrière vers l'avant, car l'avion doit toujours voler avec le nez surélevé, de 5 ou 10 degrés. Si tel n'est pas le cas, la consommation de kérosène augmente considérablement, et on n'a jamais vu une compagnie low cost faire augmenter ses frais juste pour le plaisir. En outre, l'avion est ainsi plus stable, devient plus stable, sinon, s'il est horizontal, la moindre turbulence le fait tanguer. Il faut donc que le nez de l'appareil pointe vers le haut pour que le vol se passe bien. Toutefois, tant que nous avions affaire à des Airbus 319, les instructions de chargement étaient celles d'aujourd'hui, à savoir commencer par la soute 5, puis la 4, en remplissant d'arrière en avant. Sur l'Airbus 320, ce n'est plus le cas. On met le poids devant. Pourquoi? C'est illogique. À l'arrière, c'est vide, et le 320 est plus long que le 319. Donc, pourquoi mettre le chargement sur l'avant? Il en va de même pour les compagnies low cost, qui voient sur des Boeing 337-800 ou supérieurs ou inférieurs, on charge pratiquement tout à l'avant. Même les charters pour l'Afrique, qui remplissaient autrefois jusqu'à ras-bord la soute arrière, avant de mettre le surplus à l'avant,
divise désormais le chargement. On nous dit combien de bagages mettre à l'arrière et combien à l'avant, et ce nombre n'est jamais dépassé. Si on me dit de mettre 80 bagages à l'arrière, ce ne sera pas un de plus, et on en charge 80 devant. Autrefois, on en mettait 120 à l'arrière et l'excédent devant. On dirait donc bien que ces avions portent un poids non déclaré à l'arrière. Un autre élément vient porter de l'eau à ce moulin. Quand notre compagnie a incité son personnel à démissionner volontairement pour rajeunir l'équipe, 16 collaborateurs d'un service de 20 ont pris la prime et sont partis. Or, il s'agissait du service et de l'équilibrage des avions. La coïncidence est vraiment frappante. En effet, pour que 16 collaborateurs qui s'occupent de l'équilibrage de l'avion veuillent partir, il faut qu'ils aient dû s'accommoder de tolérances qui n'étaient pas déclarées de façon particulièrement limpide. Dans l'aviation, les tolérances sont généralement au nombre de 3. Si je me souviens bien, la première, je peux l'outrepasser en cas de nécessité, en avertissant le commandant de bord. Ce dernier peut protester, mais en fin de compte, il doit décoller tout de même. Je peux outrepasser la deuxième, avec l'autorisation explicite du capitaine, car cela aura un impact, non pas sur la sécurité de l'avion, mais sur son fonctionnement. Et le capitaine doit donc corriger. C'est par conséquent lui qui doit décider s'il veut faire cette correction, si elle est possible, et il doit donc m'y autoriser. La troisième ne doit jamais être outrepassée, car la troisième marque la limite en matière de sécurité. Ceci étant, revenons au dehubbing d'Alitalia. Quand Alitalia a procédé à son dehubbing, en un clin d'œil a été créée une société allemande appelée Lufthansa Italia, dont la flotte était composée d'une grande quantité d'Airbus 319. L'équilibrage de ces avions était de la responsabilité d'une société, m'a-t-on dit, car je n'ai pas pu le vérifier, installée en Afrique du Sud. Cette société nous a créé d'énormes problèmes, à nous qui chargions, car elle prévoyait toujours un équilibrage absurde. Cette société prétendait mettre 60 bagages dans la soute avant du 319. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, à savoir que nous continuons à remplir le 319 par l'arrière. Lufthansa Italia, non. Tout le chargement allait devant, même sur le 319. Ils voulaient nous faire mettre 60 bagages devant alors qu'ils ne tiennent même pas. On peut faire tenir au maximum 45 ou 50 bagages standards. Sinon, il faut que ce soit de petits bagages. 60 bagages devant et absolument rien derrière. On risquait de laisser des bagages au sol, avec la soute arrière entièrement vide. Quelle prise de tête, hein. Quoi qu'il en soit, sans même parler de l'origine des stries qu'on voit dans le ciel. Il faudrait que quelqu'un m'explique pourquoi les lois de la physique ont changé entre 2000 et 2018. Rosario m'a parlé de l'oléoduc de l'OTAN et du fait qu'il existait pour les avions italiens, un acheminement préférentiel depuis l'oléoduc. Ceci signifie que les raffineries italiennes ont des oléoducs spéciaux pour desservir les aéroports. On m'a dit qu'à Malpensa, le carburant coûte moins cher qu'ailleurs et que les compagnies aiment bien faire le plein là-bas. C'est ce que disent nos agents de piste. Et il faut ajouter une chose. Nous sommes effectivement connectés, mais on aborde là une question de sécurité nationale. Et vous devez croire sur parole qu'il existe un acheminement préférentiel dont personne ne sait grand-chose. Je ne peux ajouter qu'une chose. Un oléoduc, et je parle d'expérience personnelle, vérifiez, relie le port de Gênes à la raffinerie de Tregate. Cette raffinerie existait déjà quand je suis né. Pour autant que je sache, donc elle a une bonne quarantaine d'années. Étrangement, en 1990, une cuve de stockage du pétrole a été ouverte à 250 mètres de cette raffinerie.
Quelle coïncidence. Je pense donc qu'une fois de plus, Rosario a raison, notamment parce qu'il est presque impossible d'ajouter quoi que ce soit au carburant à l'aéroport. Ce n'est pas qu'on ne puisse pas le faire, mais les quantités en jeu sont tellement énormes que ce serait évident. Ça se verrait. C'est l'explication que j'ai trouvée, en personnel. Mais c'est une opinion, car je ne peux pas aller démonter un avion. Je présume que les principales composantes de la géo-ingénierie sont dans le carburant et qu'on ne charge que les catalyseurs, qui peuvent être de nature variée, sur les avions, plus les poudres que j'ai vues dans les liquides suintants du fuselage. Je voudrais maintenant m'adresser à ceux qui regarderont cette vidéo et qui seraient tentés de me poursuivre en justice, car il se trouvera certainement un crétin pour le faire. C'est de l'italien un peu bas de gamme. Si tu veux couper, tu peux. Messieurs, nous travaillons 8 heures par jour sous ces avions. Nous nageons dans un bain de produits chimiques de nature inconnue. Si quelqu'un profère une quelconque menace de poursuite à mon égard, j'obligerai cette personne à expliquer à tout le personnel aéroportuaire et au peuple italien comment il se fait que ces avions déversent sans autorisation des produits chimiques sur le tarmac. Peu importe le ciel. L'air de trafic me suffit. Sur ce, je crois avoir expliqué l'oléoduc. C'est un processus qui passe par plusieurs étapes. Il faut connaître toutes les étapes du processus pour l'appréhender dans son ensemble. Je ne peux qu'émettre des hypothèses. Si l'additif se limite à de l'eau, les poudres sont ajoutées quand les avions sont au parking et quand ils vont dans les hangars pour l'entretien de routine. On les prépare pour qu'ils puissent servir à la géo-ingénierie pendant 1 semaine ou 2. La 3e semaine, on les ramène au hangar et ça continue comme ça. À Malpensa, ça se passe comme ça. Je ne dis pas que c'est ce que font les compagnies, mais c'est comme ça. Chaque soir, par roulement, 2 ou 3 avions entrent dans les hangars. Il y en a une vingtaine, ce n'est pas tant que cela. Mais au rythme de 3 par jour, on peut faire le calcul, mais ce n'est qu'une hypothèse que je ne peux pas vérifier. Par contre, il y a d'autres choses. Il m'est souvent arrivé de trouver de l'eau dans les soutes d'une compagnie de long courrier qui utilise des Boeing 737-800. De l'eau dans les soutes, de l'eau. Les premières fois, cela m'est arrivé 3 ou 4 fois, j'ai appelé les mécaniciens, et quand un mécanicien essaie de se défiler, c'est que quelque chose ne tourne pas rond. J'ai donc compris que l'eau qui était là n'aurait pas dû y être. Ceci signifie que le système d'épandage n'est pas parfait. Il se produit parfois des problèmes. Et quand c'est le cas, les capitaines se fâchent tout rouges, parce que les techniciens ne leur disent jamais. Comme je suis un emmerdeur, je le dis directement au commandant, qui descend jeter un coup d'œil. Il se fâche tout rouge. Mais pour finir, il décolle quand même, parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix. Il se fie au réseau d'évacuation des fluides. Mais il ne devrait pas voler dans de telles conditions. Et il le fait quand même. Ou en tout cas, cette fois-là, il a volé quand même. La question qui se pose à ce stade est la suivante. Qui est au courant de tout cela? Tous les techniciens, les contrôleurs de vol. Les contrôleurs de vol, ça, c'est un sujet intéressant. Les contrôleurs de vol le savent, pour une très bonne raison. Ils n'utilisent plus de radars actifs, mais des radars passifs. Qu'est-ce que cela signifie? Les avions doivent transmettre le signal avec le répéteur, mais si j'éteins le répéteur et que ton radar n'est plus actif, tu ne me vois plus. Si vous regardez FlyRadar 24 et que vous vérifiez tous les avions qui passent au-dessus de votre tête, vous en trouverez qu'on ne voit pas. Toutefois, FlyRadar 24 utilise un autre système. Il ne passe pas par le répéteur de l'avion. Je crois que ce système s'appelle ADM. Personne ne m'interdit d'éteindre le répéteur, pour autant que j'ai la permission de l'aviation militaire. Je passe sur un autre canal. L'armée de l'air me voit, car elle utilise des radars actifs. Mais j'éteins le répéteur et vous ne me voyez plus.
Avec Flyradar 24, j'ai réalisé que les vols avaient de fausses identifications. Un jour, j'ai vu 2 vols sur Tel Aviv qui avaient la même identification et volaient en parallèle. Ce sont des erreurs commises délibérément pour nous faire comprendre que quelque chose ne tourne pas rond, comme les pilotes américains qui exécutent des figures dans le ciel. Il est arrivé qu'ils dessinent dans le ciel des organes génitaux masculins, un smiley, voire qu'ils écrivent. Ces pilotes-là ne sont pas des farceurs. Ce sont des pilotes qui sont en train de vous dire « Réveillez-vous, parce que nous ne pouvons rien faire ». Je vous invite donc maintenant que vous devez vous rendre aux urnes avant d'aller voter, à casser les pieds de la personne pour laquelle vous allez voter. Posez la question, car tout le monde le sait. Tout le monde est au courant dans les aéroports. Reprenons, les contrôleurs de vol, les pilotes et, bien sûr, les responsables de l'équilibrage des avions. Qui d'autre? Les mécaniciens aussi. Bien sûr, le savent. S'ils me donnent une explication erronée et que je sais qu'elle est fausse, cela veut dire que eux aussi sont au courant. Au fond, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde est au courant, mais tout le monde fait semblant de rien. Quelqu'un doit cracher le morceau, que je sache, je suis le premier à le faire, le premier à travailler encore là-bas. Pour combien de temps encore? Je ne sais pas, mais peu importe. Bien évidemment, il y a aussi mes collègues qui travaillent avec moi. Mais même s'ils sont au courant, je comprends les pressions qu'ils subissent, car tout le monde ne s'intéresse pas à cette question. En effet, c'est un sujet délicat et très dangereux, car il implique les services secrets. Quand les services secrets s'en mêlent, leur bras armé est toujours la mafia. Donc, on n'y coupe pas. Si on fait une bêtise, tôt ou tard on la paie. Par conséquent, mes collègues ne disent rien, aussi parce que la situation à l'aéroport est tendue. Nous avons des problèmes de terrorisme, entre autres. Nous avons un code d'éthique que nous ne pouvons pas enfreindre, sous peine de licenciement. Il y a beaucoup de filtres et en bout de course, les menaces. Je pense que si un mécanicien osait faire une déclaration, il serait immédiatement licencié. Je ne sais pas quoi dire. C'est un phénomène qui existe à l'échelle mondiale. Et de vous à moi, que dire? Une fois que tu as compris, tu as compris. Que veux-tu faire? Dire à la police que tu sais ce qu'ils savent déjà. On l'a dit à la police. En tout cas, moi, je l'ai dit. Mais ils n'ont pas bougé. Ça fait longtemps qu'ils sont au courant. Pour avoir une idée de ce qui se passe avec les chemtrails à Malpensa et dans les autres aéroports européens et dans le monde, il faut regarder les choses un peu de l'extérieur. Pourquoi la guerre a-t-elle éclaté en Syrie? Si vous voulez, je vous l'explique en 2 minutes. Madame Merkel, en Allemagne, achète son gaz à Poutine, et une partie de son pétrole aussi, et les États-Unis voient cela d'un mauvais œil. La nation la plus puissante d'Europe, qui achète son gaz et son pétrole à la Russie, ce n'est pas du goût du nouvel ordre mondial. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Fragiliser l'approvisionnement de l'Allemagne en gaz et en pétrole russe. Que font alors les Américains? Ils vont en Ukraine, ils déstabilisent le gouvernement. Ils démarrent une révolution. C'est la CIA qui est aux commandes de tout cela. Ils font la révolution ou la guerre au choix, puis ils se rendent en Allemagne et ils disent aux Allemands, « Vous voyez, ce gazoduc russe n'est pas sûr, car la situation en Ukraine est chaotique. Nous allons vous fournir un approvisionnement bien plus sûr.
Et où le font-ils passer, leur pipeline? En Italie. Ils le font descendre jusque dans les Pouilles, dans le Salento. Vous vous rappelez l'histoire de l'olivier? La Bactiaria xylella. Ils arrivent dans le Salento et se dirigent vers l'Adriatique. Mais mince alors, entre le Salento et l'Adriatique, il y a des champs d'oliviers. Ils abattent les oliviers, pour n'importe quel prétexte, et ils arrivent de l'autre côté. De l'autre côté, qu'y a-t-il? La Grèce, totalement esclavagisée par l'Europe, et le Kazakhstan. Depuis le Kazakhstan, ils vont jusqu'en Russie, se fournir en gaz et en pétrole. Et ils acheminent tout cela dans un pipeline sécurisé, inattaquable, totalement sous le contrôle de l'OTAN. Mais bon, vu que tu es arrivé en Grèce, tu jettes un coup d'œil vers l'Afrique et tu vois que tu peux aller en ligne droite jusqu'à l'Arabie Saoudite. Tu te dis, vu que je suis arrivé jusqu'ici, je construis un pipeline jusque là-bas et j'évite tout le détour par l'Afrique, avec le Nigeria entre autres. Mais au milieu, il y a la Syrie. C'est la raison pour laquelle Poutine les a arrêtés.